Les éditions Sixtrid présentent Trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme, interprété par Philippe Lejour. Nous étions quatre. George, William Samuel Harris, moi-même et mon Morancy, mon fox terrier. Réunis dans ma chambre, nous fumions en causant de notre mauvais état. Mauvais du point de vue médical, bien entendu. Nous nous sentions mal fichus tous les quatre, et cela commençait à nous inquiéter. Harris proclama qu'il éprouvait parfois de singuliers accès de vertige, et qu'il perdait presque la conscience de ses actes. Et alors Georges nous confia que lui aussi avait parfois la tête qui tournait et qu'il ne savait pour ainsi dire plus ce qu'il faisait. Pour moi, c'était mon foie qui fonctionnait mal. Je savais que c'était mon foie qui fonctionnait mal parce que je venais justement de lire une réclame de spécialité pharmaceutique pour le foie dans laquelle se trouvaient détaillés les divers symptômes permettant de reconnaître qu'on a le foie détraqué. Je les présentais tous. C'est une chose bien curieuse, mais je ne peux pas lire une réclame de spécialité pharmaceutique sans être amené forcément à conclure que je souffre précisément du mal en question sous la forme la plus dangereuse. Le diagnostic me paraît chaque fois correspondre exactement à tous les symptômes que je ressens. Je me rappelle être allé un jour au British Museum pour me renseigner sur le traitement d'une légère indisposition dont j'étais atteint. Il s'agissait, je pense, de rhume des foins. On m'apporta le bouquin et je lus tout l'article que j'étais venu consulter. Puis, dans un moment de distraction, je tournai les pages sans y penser et me mis machinalement à étudier toutes les maladies, l'une après l'autre. Je ne sais plus par laquelle je commençais, c'était en tout cas un fléau terrible et dévastateur. Mais avant même d'avoir parcouru la moitié de la liste des symptômes prémonitoires, j'étais convaincu fermement que je l'avais bel et bien attrapé. Je restai tout d'abord glacé d'horreur. Puis, dans l'abandon du désespoir, je me remis à tourner les pages. J'arrivai à la fièvre typhoïde, lus les symptômes, découvris que j'avais la fièvre typhoïde, que je devais en souffrir depuis des mois sans m'en douter. Je demandai ce que je pouvais bien avoir encore, arrivé à la page de la danse de Saint-Guy et constater, comme je m'y attendais, que j'en étais également atteint. Mon cas devenait intéressant. Je résolus de tirer la chose au clair et repris depuis le début par ordre alphabétique. Lus l'article consacré à l'alopécie, et appris que je l'avais déjà contracté et que la période aiguë se déclarerait dans une quinzaine environ. Le mal de Bright, je fus soulagé de le voir, je n'en souffrais que sous une forme bénigne, et à cet égard je pouvais vivre encore des années. Le choléra, je l'avais, avec des complications graves. Et quant à la diphtérie, je devais en être atteint de naissance. Je piochai consciencieusement les 26 lettres de l'alphabet d'un bout à l'autre, et pour conclure, la seule maladie que je n'avais pas était l'idarthrose des femmes de chambre. Je m'en sentis un peu vexé au début. Pourquoi n'avais-je pas l'idarthrose des femmes de chambre? Pourquoi cette réserve jalouse? Ça me semblait quasi injuste. Mais au bout d'un moment, je réfrénai mes sentiments trop accapareurs, je réfléchis que je collectionnais déjà toutes les autres maladies connues de la pharmacopée, et devenant moins égoïste, je me résignai à me passer de l'idarthrose des femmes de chambre. La goutte, sous sa forme la plus pernicieuse, paraît-il, s'était emparée de moi à mon insu. Et la zymosis, j'en souffrais évidemment depuis mon adolescence. La zymosis étant la dernière maladie du livre, j'en conclus que je n'avais plus rien d'autre. Je restai à méditer. Quel cas intéressant je devais être du point de vue médical. Quelle acquisition je ferais pour un cours de professeur. Les étudiants seraient dispensés de courir les hôpitaux s'ils me possédaient. J'étais à moi seul tout un hôpital. Il leur suffirait tout bonnement de faire le tour de mon individu, et après cela, ils pourraient avoir leur diplôme. Je me demandais ensuite combien de temps il me restait à vivre. J'essayais de m'examiner, je me tâtais le pouls, je ne réussis pas tout d'abord à le sentir, puis tout d'un coup, il se mit en train. Je tirai ma montre et chronométrai ses pulsations. J'en trouvais 147 à la minute. J'essayais de tâter mon cœur, impossible de percevoir ses battements, il s'était arrêté. J'ai eu depuis des raisons de croire qu'il devait être là quand même et qu'il devait battre, mais je n'en répondrai pas. Je me tapotais sur tout le devant du corps, depuis ce qu'on appelle ma taille jusqu'à ma tête, et j'allais un peu au-delà de chaque côté, et je remontais un petit peu dans le dos. Mais je ne parvins pas à sentir ni à entendre quoi que ce fût.
Je tâchais de regarder ma langue, je la tirais le plus loin possible et fermais un œil pour essayer de l'examiner avec l'autre. Je ne pus en voir que le bout, et la seule chose que j'y gagnai, ce fut de me persuader encore davantage que j'avais la fièvre scarlatine. En entrant dans cette salle de lecture, j'étais un homme heureux et bien portant, j'en sortis courbé en deux à l'état de misérable épave. J'allais trouver mon médecin. C'est un de mes vieux camarades qui me tâte le pouls, me regarde la langue, et puis me parle de la pluie et du beau temps, le tout gratis, quand je me figure que je suis malade. Je pensais que ce serait lui rendre service d'aller le trouver alors. Ce dont un docteur a besoin, me disais-je, c'est de pratique. Il aura ma personne. Il retirera de moi plus de pratique que 1700 de ces vulgaires malades qui n'ont chacun qu'une ou deux maladies au plus. J'arrivai donc chez lui tout fier, et en me voyant, il me dit « Eh bien, qu'est-ce que tu as ?» Je lui répondis « Je ne te ferai pas perdre ton temps, mon cher vieux, en te racontant ce que j'ai. La vie est brève, et tu risquerais fort de trépasser avant que j'y finis. Je préfère te dire ce que je n'ai pas. Je ne suis pas atteint de l'idarthrose des femmes de chambre. Pourquoi l'idarthrose des femmes de chambre m'a-t-elle épargné, je ne saurais te le dire, mais le fait est que j'en reste indemne. Tout le reste, à part cela, j'en suis atteint. » Et je lui contai en détail comment j'étais arrivé à cette découverte. Il me fit tirer la langue, y jeta un coup d'œil, me prit le poignet, puis il me tapa sur la poitrine alors que je m'y attendais le moins. J'appelle ça prendre les gens en traître. Et tout de suite après, il colla son oreille. Après quoi il s'assit, rédigea une ordonnance, la plia et me la remit. Je la glissai dans ma poche et m'en allai. Je ne l'ouvris pas, je la portai au pharmacien le plus proche et la lui présentai. Il la lut et me la rendit en disant qu'il n'avait pas cela. Je lui demandai « Vous êtes pharmacien ?» Il me répondit « Je suis pharmacien en effet. Si j'étais une coopérative de vente et une pension de famille réunies, je serais peut-être capable de vous satisfaire. N'étant que pharmacien, cela m'est impossible. » Je lus l'ordonnance, elle portait 1 livre de beefsteak plus une pinte de bière brune toutes les 6 heures, une promenade de 15 kilomètres chaque matin, un lit à 11 heures précises chaque soir, et ne vous bourrez pas le crâne de choses que vous ne comprenez pas. Je suivis les instructions, avec un résultat heureux pour moi, c'est-à-dire de sauver ma vie qui dure toujours. Dans le cas présent, pour en revenir à la réclame des pilules pour le foie, j'avais indéniablement les symptômes dont le principal est un dégoût complet du travail sous toutes ses formes. Ce que je puis souffrir de cette façon-là, il n'est pas de mots pour le dire. Dès ma première enfance, j'en étais au martyre. Jeune écolier, cette maladie ne me quitta pas un seul jour. On ne savait pas que c'était la faute de mon foie. La science médicale était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui, et on attribuait cela à la paresse. On me disait « Mais satané petit fainéant, secoue-toi, tu ne feras donc jamais rien pour gagner ta vie !» On ne savait pas, bien entendu, que j'étais malade. Et au lieu de m'administrer des pilules, on m'allongeait des taloches. Et aussi singulier que cela puisse paraître, ces taloches me guérissaient souvent, pour 1 heure. Certaines de ces gifles ont eu plus d'effet sur mon foie et m'ont bien mieux inspiré le désir de me mettre à la besogne sur le champ que ne le fait à présent toute une boîte de pilules. Il en va souvent ainsi, voyez-vous, les simples remèdes de bonne femme sont quelquefois plus efficaces que toutes les drogues d'apothicaire.